C'est l'histoire de l'amour démesuré d'une mère pour son fils et des ambitions folles qu'elle nourrit pour lui. Arrivé de Pologne à Nice avec sa mère, Romain est destiné à un avenir d'exception. Dans son roman autobiographique La promesse de l'aube, Romain Gary raconte tout ce que sa mère a fait pour lui offrir l'avenir d'exception dont elle rêve. Un acte d'amour qui va le porter au-delà de tout ce qu'il aurait pu espérer pour lui-même. Virginie voue un amour sans faille à sa fille. Alors que les choses se compliquent à l'école, elle refuse de baisser les bras. Elle s'engage dans un parcours du combattant pour continuer à offrir à son enfant une instruction rigoureuse et digne. Vous écoutez Transfert, épisode 373, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. On est en 2009, j'ai 31 ans. Ma fille vient de naître, donc c'est mon premier enfant. Je suis très heureuse, voilà, elle est accueillie avec amour, dans la joie, et elle est très bien entourée. Quelques années plus tard, donc elle a 7 ans, son papa et moi, nous nous séparons. On garde cependant de très bons rapports, on est en très bonne relation et on entretient une relation amicale, même si on ne vit plus ensemble. On est en 2016, donc Laïa est en CP. Ça se passe bien, on n'a aucun retour particulier concernant d'éventuelles difficultés ou autres. Elle prend plaisir à aller à l'école. Un jour, donc, l'institutrice nous souligne, même si tout va bien et qu'elle nous dit vraiment qu'il n'y a pas de difficulté particulière, elle nous souligne quand même que Laïa a une lenteur d'exécution. Elle a besoin de temps pour faire les choses. Donc c'est quelque chose que son papa comme moi, on sait. Cela dit, c'est la première fois qu'on nous signale cette caractéristique hors de la maison, quoi. On est tous les 2 peut-être un peu surpris parce qu'on n'avait pas conscience que, ça pouvait, impacter peut-être ses apprentissages, ou autres. Mais en même temps, il y a rien d'inquiétant. En 2020, Laïa est en CM2. J'ai une double activité. Je suis à la fois rédactrice web en freelance et je suis aussi auteure pour les guides du Petit Futé. Le confinement arrive, mi-mars. Ces 2 activités, s'arrêtent, brutalement, avec le confinement. Je suis donc disponible pour accompagner Laïa et puis son frère, puisque, j'ai un autre, enfant, donc qui a 3 ans de moins que Laïa. L'instituteur, en l'occurrence de Laïa, nous envoie tous les matins la liste du travail à faire pour la journée. Donc Laïa, en fait, en bonne élève, studieuse, eh bien, s'y met vraiment, aucun problème. Elle est très assidue, elle fait tout ce qui est demandé. Sauf que je constate assez rapidement que ça lui prend beaucoup de temps. En gros, elle passe la journée à faire, ce qui, moi, me paraît être faisable en quelques heures. Cela dit, je ne suis pas institutrice, donc je la laisse faire. Je vois vraiment que ça lui prend du temps, que ça lui demande des efforts, mais qu'elle y met de la bonne volonté. Autant elle est très à l'aise pour tout ce qui est, calcul, travaux de géométrie, enfin les maths en général, par exemple. Et à l'inverse, elle semble vraiment avoir nettement plus de difficultés pour tout ce qui est, plus littéraire. Un événement m'alerte un jour. L'instituteur lui demande d'imaginer la suite d'un petit dessin animé de quelques minutes et Laïa bloque totalement. Donc là, je comprends pas parce que ça me semble, assez facile. Enfin, surtout, c'est une petite fille qui a beaucoup d'imagination, elle est super créative, donc je comprends pas pourquoi ça bloque, en fait. Et j'ai beau insister, j'ai beau l'aider, tout ça, je vois bien que c'est très, très, très compliqué, quoi. Le confinement prend fin au bout de 2 mois. Alors je décide d'aller rencontrer l'instituteur de Laïa pour, justement évoquer, la lenteur, le temps qu'il lui fallait, en fait, pendant le confinement pour, réaliser le travail qu'il demandait. Et là, ce qu'il me dit, c'est que, ce qu'il demandait, c'était censé être fait en quelques heures, mais pas 6 heures comme, c'était le cas pour Laïa. Ça confirme juste mon ressenti. Je suis encore en état de vigilance et je me dis que je vais continuer à être, vigilante par rapport à ce point, quoi. Alors l'été 2020 arrive, donc il est bienvenu, voilà, après un printemps assez chargé. Donc nous partons en vacances et là, Laïa passe un après-midi entier à rédiger un brouillon de carte postale pour sa meilleure amie. Son frère, et moi, en fait, nous allons, nous promener, dans la ville et quand on revient, elle est toujours sur son brouillon de carte postale. Bah, là, je m'énerve. En fait, là, je comprends pas. Là, je pense que je commence alors pas à paniquer, mais je me dis: «Mais c'est pas possible. Tu as pas passé l'après-midi à rédiger ton brouillon, c'est pas possible». Et je prends vraiment conscience du décalage entre ce qu'on attend d'elle, de la rapidité, du rythme et de ce qu'elle est en capacité de fournir. Donc là, je m'inquiète, quoi.
Septembre arrive, donc la veille de la rentrée, je vais consulter le site internet du collège et je constate, alors qu'elle était supposée être avec sa meilleure amie, puisque en fait les instituts ont fait en sorte que les élèves soient au moins par binôme, je constate qu'elle sera le lendemain toute seule dans sa classe, toute seule de son ancienne école. Donc je me dis que c'est pas forcément les meilleures conditions pour aborder une rentrée au collège, ce qui reste quand même un événement important. Mais en même temps, je préfère garder ça pour moi, pour pas l'alarmer. Donc je dis rien le lendemain matin et je lui souhaite une bonne journée, une bonne rentrée. Mais je suis pas plus inquiète que ça, voilà, parce que moi, j'ai, un bon souvenir de ma rentrée au collège, de mes années collège. Le soir de la rentrée, ses premières paroles, c'est: «C'était trop bien aujourd'hui». Donc là, je suis rassurée. Mais elle enchaîne tout de suite en me disant: «Par contre, je suis toute seule dans ma classe». Donc la rentrée, commence. Un soir, elle a un travail à rendre en histoire-géo qui suppose, en fait, qu'elle réponde à des questions, qu'elle fasse un petit, paragraphe, voilà, de l'expression écrite, quoi. Et donc je suis là, j'observe, et je vois que le temps passe et que, beh, il y a rien qui vient. Je viens l'aider, elle est un peu en difficulté. Au final, au bout, d'une bonne heure, je pense, elle a réussi à écrire peut-être, 1 ou 2 phrases. Donc là, à un moment, je lui dis: «Bah, écoute, moi, je considère que c'est bon. Enfin, il y a rien d'autre qui sortira, donc on arrête». Et donc le lendemain, donc elle rentre, du collège en m'annonçant qu'elle a eu une remontrance de la part du prof, hein, parce que, voilà, il lui a reproché de ne pas avoir fait son travail. Là, je suis un peu, blessée pour elle. Je commence à m'inquiéter. Je panique pas, mais je m'inquiète. Quelques jours après cet épisode, le prof de français m'envoie un message via Pronote, donc c'est la plateforme de communication, entre les familles, et les enseignants, pour me dire que Laïa a rendu une copie blanche en français et que, quand elle l'a interrogée à la fin du cours pour savoir, bah, pourquoi elle n'avait rien écrit, elle n'a pas été capable de répondre quoi que ce soit. Je lui demande, à Laïa quand elle rentre, voilà, j'essaie d'avoir des explications, pourquoi elle a absolument rien écrit et elle me répond, elle me fait la même réponse que celle qu'elle a faite à la prof, c'est-à-dire, «Bah, je sais pas». Je comprends pas pourquoi elle arrive pas à m'expliquer ce qu'il y a, je vois bien qu'il y a un problème. J'ai l'impression d'être face à une partie d'elle, en tout cas, ouais, qui m'est inconnue, que je découvre là. Quelques jours, après donc cet événement, un matin, avant d'aller au collège, donc elle me dit qu'elle a mal à la tête et qu'elle peut pas aller à l'école. Là, je lui dis, «Si tu as mal à la tête, je vais te donner un médicament et puis ça devrait passer et ça ira bien, tu vas voir, tout va bien se passer, ça arrive. Par contre, c'est pas pour ça qu'on ne va pas à l'école ou voilà, qu'on ne va pas travailler quand on est adulte, quoi». Et puis là, bah, non, ça continue, ça s'intensifie et puis elle se met à pleurer et elle me dit qu'elle a vraiment mal et qu'elle ne peut vraiment pas aller à l'école. Donc bah, là, je finis par céder. Je dis: «OK», tout en, culpabilisant un peu, en me disant: «Bon, est-ce que voilà, c'était pas un peu surjoué? Enfin, est-ce que j'aurais pas dû insister un peu plus?» et tout ça. Mais bon, elle va pas à l'école, quoi. Donc je préviens, bah, le secrétariat, enfin voilà, la vie scolaire pour dire qu'elle ne sera pas à l'école, aujourd'hui. Et là, je me sens un peu, pas coupable, mais bon, je me sens pas forcément très sereine, quoi. Pour moi, c'est pas une explication, rationnelle, en fait, en tout cas un mal de tête. Quelques jours, après, ça se répète à plusieurs reprises, 1 fois par semaine et puis après 2 fois par semaine et c'est de plus en plus, fort. Enfin, je vois qu'elle est vraiment pas bien. Donc on discute avec son papa, lui aussi vit la même chose, de son côté quand elle est chez lui. On est un peu, démunis, on ne sait pas trop comment réagir et en même temps, on ne se voit pas, la traîner de force, dans le bus, ou en voiture, pour la déposer au collège. Elle est dans un état, en fait, qui est quand même assez inquiétant, quoi. Elle pleure et elle se plaint vraiment de douleurs à la tête. Professionnellement, je suis, freelance, donc je travaille, de chez moi. Donc le confinement est fini depuis quelques mois seulement, donc mon activité a repris, mais pas non plus à 100. Donc j'ai quand même un peu de disponibilité pour être là, pour l'accompagner et surtout pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer parce que je vois qu'il se passe quelque chose qui me dépasse et qui visiblement la dépasse aussi. Après plusieurs absences, je reçois le premier appel de la CPE qui s'inquiète en tout cas des absences, qui commencent à être répétées de l'AIA. On essaie de voir s'il n'y a pas du harcèlement, s'il n'y a pas un problème avec un prof en particulier. Donc là, l'AIA nous rassure en disant qu'elle n'est pas harcelée. Elle nous dit aussi qu'il n'y a pas de problème particulier avec les profs. Et pour autant, elle n'est pas capable d'expliquer pourquoi ces maux de tête, pourquoi elle ne veut pas aller à l'école, quoi, pourquoi elle ne peut pas aller à l'école. Au fil du temps, donc, je me rends compte que eh bien, le matin, donc, non seulement il y a les maux de tête, mais je vois bien aussi qu'il y a une tristesse qui s'installe, qu'il y a vraiment un mal-être. En lui souhaitant bonne journée, je lui souhaite bon courage, je lui dis que ça va aller.
À un moment, je me dis que c'est trop, il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. En parallèle, donc je découvre qu'elle est en difficulté pour, prendre les cours, qu'elle est en difficulté aussi, qu'elle n'arrive pas toujours à écrire tous les devoirs sur son agenda. La CPE, elle me parle d'une anxiété qui la paralyse. Elle me parle aussi, elle évoque le terme de phobie scolaire. Moi, j'avoue que ça m'évoque pas grand-chose de mon côté parce que, c'est un mot que j'ai peut-être vaguement entendu comme ça, mais qui représente rien de concret pour moi, quoi. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça implique, voilà. Je me renseigne, j'essaie de savoir ce que c'est, de ce dont il s'agit. Donc je tombe sur des lectures, je tombe aussi sur, des structures, des associations. Je parle aussi, autour de moi de ce qu'on est en train de vivre. Je me rends compte qu'il y a d'autres, enfants. Donc, il y a Erwan dans sa classe qui vit la même chose que Laïa, c'est-à-dire qu'il est, angoissé à l'idée d'aller au collège et lui, il est carrément déscolarisé là, en fait, il n'y va plus du tout. En parallèle, je découvre que j'ai une amie qui a vécu la même chose avec sa fille, j'étais absolument pas au courant. Ça se manifestait par des malaises, elle a même été hospitalisée, elle se levait le matin et un jour, voilà, en allant à l'école, elle est tombée. Le fait que je sache maintenant qu'il s'agit de phobie scolaire, d'accord, c'est une chose, mais pour moi, en fait, ça veut tout dire ce mot et ça veut rien dire parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a autant de cas de phobie scolaire que d'enfants, en gros. Le mot phobie scolaire, c'est un peu le sommet de l'iceberg, mais que dessous, enfin, ou derrière, il y a quelque chose, quoi. Et c'est ça qu'on doit trouver, qui explique cette anxiété qui la handicape aujourd'hui à un point où elle ne peut pas aller à l'école. Donc là, on est fin 2020. Je suis donc inquiète parce que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment elle va évoluer, je ne sais pas si elle va pouvoir retourner au collège. En parallèle, je suis doublement pas bien parce que j'accompagne aussi mon papa qui est en fin de vie. La fin de l'année 2020, c'est un peu lourd émotionnellement. Fin janvier, mon papa décède. À partir de là, Laïa, en fait, atteint un état qu'on peut qualifier d'état dépressif. Elle est pas bien du tout, elle est, triste, elle parle plus. Ça lui arrive même de se cogner la tête contre les murs. C'est un état de souffrance, en tout cas souffrance psychologique. On voit bien que ça va pas du tout. Elle est complètement vide, elle est triste, elle est apathique. Là, on est quand même très inquiet. Un soir, elle me dit que c'est trop dur, d'aller à l'école, qu'elle y arrive pas, mais qu'elle sait pas pourquoi. Elle me dit aussi qu'elle nous cause, des soucis et que peut-être ce serait mieux si elle n'était pas là. Je suis triste, je m'y attendais pas, c'est quand même violent et en même temps, je me dis, au moins c'est sorti parce que ça devait être quand même pesant, enfin pour elle quoi, d'avoir ce sentiment. Donc je la rassure, je lui dis, «Non, non, non, évidemment, on va trouver des solutions». À partir de là, on décide de la déscolariser jusqu'aux prochaines vacances. Laïa, va être absente quand même pendant plusieurs semaines à l'école. Donc, moi, je commence à m'inquiéter par rapport aux apprentissages. J'ai pas envie, qu'elle prenne du retard. Donc, je fais appel à une amie qui est enseignante à domicile et qui vient, 1 heure par jour, en fait, l'aider à, pas trop décrocher quoi, à garder pied. Donc, on avance. On prend des rendez-vous avec, orthophoniste. On prend rendez-vous avec une neuropsy pour faire un bilan, autistique. J'ai ça en tête, la possibilité qu'il y ait un trouble cognitif et dans les 2 cas, les résultats sont négatifs. Il y a pas de dyslexie, il y a pas de trouble 10 et il y a pas non plus de trait autistique. Je suis presque déçue qu'il y ait pas de trouble autistique, qu'il y ait rien parce que ça m'aurait permis de comprendre et là, je me dis: OK, donc on a fait tout ça, mais au final, on n'en sait toujours pas plus, quoi». Donc moi, je poursuis mon travail de compréhension, mon enquête et tout ça. Et j'en parle aussi ouvertement, de ce qu'on est en train de vivre parce que c'est important pour moi de pas garder tout ça secret. Un jour, donc mon frère m'appelle pour prendre des nouvelles. Il est au courant de la situation, que Laïa ne va plus à l'école et puis, au fil de la conversation, il me sort cette phrase, «Virginie, tu crois pas que tu es un peu trop laxiste? Laïa, voilà, peut-être il suffirait de la pousser. Enfin, tu peux aussi, forcer un peu quoi, peut-être que ça suffirait». Quand il emploie ce mot laxiste, ça m'affecte parce que je me dis: il a rien compris et puis il a pas à me dire ça, quoi. C'est pas sympa et voilà, c'est mon frère quand même et en même temps, je me pose aussi des questions. Je me dis: «Mais est-ce qu'il avait pas raison? Et si, j'étais, trop laxiste? Et s'il fallait juste la pousser?» C'est des questions qui me viennent et en même temps, rapidement, même en parlant avec son papa, non, c'est pas une histoire de laxisme. On se rend compte que notre enfant n'est pas bien et on va pas la prendre, la tirer par les cheveux pour aller la mettre dans un car scolaire alors qu'elle peut pas y aller. Ça me motive encore plus, justement pour que les gens, sachent de quoi il s'agit, à parler
faire en sorte qu'on comprenne pour éviter justement le jugement et le regard qui peuvent avoir un impact pas positif du tout, en tout cas pour avancer. Au printemps 2021, on commence un suivi thérapeutique. On essaye la psychologie classique. Ça fonctionne pas parce que le problème, c'est que Laïa n'arrive pas à mettre en mots ce qu'elle vit. Donc on lui pose des questions et elle ne sait pas répondre, elle n'y arrive pas. Ça a juste pour effet de la mettre face à son échec et donc à amplifier le problème, sans compter que ça lui demande beaucoup d'efforts, d'énergie, donc on arrête. Et on se tourne plutôt vers une psychothérapeute qui est aussi hypnothérapeute. Et donc avec Laïa, elle pratique l'hypnose et c'est plutôt très efficace et concluant. En parallèle, avec la CPE, on met en place en fait les conditions pour une reprise. Donc Laïa, elle est super contente en fait, elle est pas plus angoissée que ça. Et le soir, quand elle rentre, voilà, elle est emballée, elle est super contente, un peu comme le jour de la rentrée de septembre. Donc ça tient, 1 jour ou 2 et puis rebelote. Incapacité de se lever après, elle n'y arrive pas. Et puis le mois de juin, là, elle décroche totalement, elle y va plus du tout, quoi. On est fin juin 2021, le conseil de classe arrive. L'équipe enseignante, nous conseille en fait un redoublement, puisque ce qui se comprend, hein, Laïa a été absente très nombreuses fois, elle a raté beaucoup de cours. Cependant, en fait, on refuse. Laïa veut pas non plus redoubler. Moi, je considère, et son papa aussi, on considère que ce serait un peu comme une double peine, parce que c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle pouvait pas y aller. Le passage en 5e est validé quand même, quoi. L'été qui suit, donc l'année de 6e, il est vraiment bienvenu. On oublie. Laïa va mieux quand même. Elle va bien, elle est contente, elle découvre de nouvelles choses, elle fait du canyoning, enfin, elle revit, quoi. Le mois de septembre arrive, donc Laïa est en 5e. Elle est dans la classe de Lilou, sa meilleure amie. Quelques jours après la rentrée, il y a un rendez-vous que j'ai pris plusieurs mois auparavant avec une neuropédiatre. Donc je l'informe que je vais venir la chercher en cours de journée pour aller au rendez-vous. Donc là, je vois que ça la met dans une panique, pareil, que je ne comprends pas. Elle me dit que non, c'est pas possible, elle ne pourra pas aller de la journée, c'est mieux si elle va pas à l'école de la journée, elle pourra pas quitter comme ça l'école en plein jour. Donc là, ça me paraît un peu pareil, démesuré, mais bon, j'insiste pas. Je fais: «OK, tu y vas pas, je vais prévenir la vie scolaire que tu as un rendez-vous médical et que voilà». Donc on va au rendez-vous, sauf que, le lendemain, en fait, elle peut pas aller à l'école, quoi. Donc elle a tenu 1 semaine où ça s'est très bien passé et au bout de 8 jours, incapacité à se lever pour aller à l'école. Donc je m'en veux. Je sais plus, en fait, est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que c'était une bonne idée de la réinscrire? Est-ce que c'était pas trop tôt? Est-ce que, ouais, là, je culpabilise et puis je me remets beaucoup en question. Les semaines passent, donc elle n'y retourne pas. Enfin, elle arrive toujours pas à aller au collège. Moi, je m'inquiète vraiment, c'est au niveau des apprentissages parce qu'elle n'y va plus du tout, contrairement à la 6e. Tous les jours, elle essaye d'y aller et tous les jours, c'est le même constat, quoi, elle n'y arrive pas. Donc au bout d'un moment, au bout de 2 mois, je pense, fin octobre, juste avant les vacances de la Toussaint, on décide, d'arrêter l'acharnement parce que ça s'assimile un peu à de l'acharnement, là, elle n'y arrive pas. Et puis, de faire le choix, même si c'est pas du tout ce qu'on souhaite, ni pour elle ni pour nous, du CNED pour faire, l'école à la maison, quoi. Je me dis qu'en tout cas, ce sera la solution pour l'année de 5e. Mais moi, c'est pas une solution qui me convient du tout parce que déjà, d'une part, je ne suis pas enseignante, donc ça va pas de soi, pour moi de lui faire l'école à la maison. C'est pas une solution parce que je pense que humainement, relationnellement pour elle, c'est pas du tout non plus, bénéfique. En parallèle, je découvre une école, enfin un collège-lycée à Nantes qui est, le plus petit de l'académie, qui compte 200 élèves de la 6e à la terminale et qui est spécialisé entre guillemets, en fait, sur la prise en charge des enfants ayant des profils cognitifs atypiques et surtout, des enfants en phobie scolaire. Et je me dis que c'est l'établissement qu'il lui faut, qu'elle sera trop bien ici. Et voilà, donc on remplit un dossier, on va rencontrer le directeur adjoint. Laïa vient, elle est OK pour la rentrée de 4e. Alors au fur et à mesure, que je comprends un peu, ce qui se cache derrière la phobie scolaire, que je découvre plein de choses, je fais des rencontres et tout ça, en fait, l'idée d'écrire un livre me vient assez naturellement. À la suite de la parution du livre, je suis contactée par plusieurs familles qui vivent la même chose et qui sont en recherche de réponses et puis aussi qui ont un besoin d'échange et de partage, quoi, de partager leurs expériences.
puisque, il y a pas de recette miracle et que chaque cas de phobie scolaire est singulier et unique et du coup, c'est une enquête, en gros, une exploration sur mesure à chaque fois, quoi. Pour moi, c'est ce qui s'apparente à un problème de société. La neuropédiatre, qui suit Laïa me contacte, au printemps 2022 pour m'informer qu'elle, vient tout juste d'assister à un colloque sur un trouble cognitif qui s'appelle le trouble cognitif lent. En anglais, c'est sluggish cognitive tempo et que pour elle, ça correspond complètement à Laïa, à ce qu'elle vit, à comment elle fonctionne. Je comprends et ça me libère, ça me soulage parce que donc je vais voir, je vais me renseigner, enfin je suis les infos, qu'elle me donne et là, parmi toutes les caractéristiques de ce trouble, en fait, je vois Laïa, quoi. C'est un trouble qui se caractérise notamment par, une tendance à la rêverie, par, une apathie, mais vraiment une apathie, très, très puissante et invalidante, qui peut s'avérer handicapante, par une difficulté à mettre sa pensée en mots, difficulté, pour tout ce qui est expression écrite, orale. Il y a une dizaine de caractéristiques, mais ça, c'est peut-être parmi les plus importantes et je comprends que Laïa était vraiment en difficulté, à cause de ce trouble, quoi. La rentrée en 4e arrive, moi je suis super contente parce que voilà, elle a été acceptée dans le collège là, donc je suis convaincue que ça y est, c'est bon, c'est derrière nous, le plus dur est derrière nous et là que ça va super bien se passer. Sauf que je déchante rapidement, le jour de la rentrée, elle n'arrive pas à se lever et elle me dit qu'elle peut pas y aller, qu'elle est pas prête, que c'est trop tôt. Donc là, je me mets en colère parce que je me dis: «Non mais c'est pas possible, tu peux pas». Je me suis démenée pour que tu aies une place. Je lui fais prendre conscience que cet établissement, les places sont chères, quoi, qu'il y a beaucoup de familles qui aimeraient avoir une place. Donc là, je me mets en colère vraiment. Donc j'avertis l'établissement qu'elle ne sera pas là pour la rentrée. Pendant 2 mois, on essaye, conjointement avec l'établissement qui est super présent aussi. Et puis en tout et pour tout, elle arrive à y aller 2 heures. Mais au prix d'un effort, voilà, c'est important. Donc pareil, au bout de 2 mois, on arrête l'acharnement et puis, ce sera de nouveau le CNED pour la 4e. Je comprends à ce moment-là que je dois lui faire confiance, que si elle dit qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle l'est pas. En tout cas que là, c'est pas le moment. Je mets plusieurs jours quand même à avaler le truc et puis, voilà, de nouveau, je finis par accepter parce que, pas le choix. Donc l'année, voilà, de 4e se passe au CNED. En mai, elle me dit un jour, alors je m'y attendais pas du tout: «Je suis prête, ça y est, je vais retourner au collège». On essaye de trouver, les solutions qui vont permettre de l'accueillir dans les meilleures conditions, tout en ayant conscience qu'on ne sait pas encore exactement de quelle mesure elle va avoir besoin, puisqu'elle a été déscolarisée pendant un certain temps. Donc on se dit que de toute façon, on sera hyper vigilant, l'équipe, enseignante sera hyper vigilante et que les mesures se mettront en place progressivement. Le jour de la rentrée en 3e, alors, évidemment, il y a une inquiétude, le soir, elle est quand même stressée, je m'y attendais. Son papa vient pour la rassurer, on est tous les 2 en train de la rassurer et puis finalement ça va. Je sens plus le poids qu'il y avait, avant en 6e. Donc elle y va, elle est, ravie. Elle est super contente de retrouver, ses amis, de retrouver une vie, normale. Elle est hyper contente et ça fait vraiment plaisir, quoi. Et puis, les jours passent et je vois que quand même, elle est toujours en difficulté, quoi, pour prendre ses notes, pour, noter ses devoirs. Je vois aussi que, plus les jours passent et plus elle a l'air fatiguée parce que, elle reprend à temps plein, quoi, direct. En fait, pour elle, c'était tout ou rien. C'est: «Je reprends, mais comme les autres». Je vois que le rythme, ça a l'air de pas du tout lui convenir et que ça devient de plus en plus compliqué. Donc la 1re semaine passe comme ça. La 2e semaine aussi, sauf que là, c'est de plus en plus difficile, de se lever le matin. Et la 3e semaine, là, c'est fini. Elle peut pas se lever, le lundi de la 3e semaine, quoi. Ça l'atteint beaucoup parce qu'elle était tellement contente, en fait, d'y retourner qu'elle est vraiment, elle est hyper triste, mais en même temps, elle réagit rapidement et en fait, elle comprend que, elle peut pas, quoi. Elle comprend donc qu'elle a des besoins particuliers en termes de rythme. Elle comprend qu'elle peut pas suivre une journée, enfin, ça lui demande trop, en termes d'énergie, d'effort, enfin, ça l'épuise, quoi. Pour la première fois, voilà, elle verbalise tout ça. Elle verbalise aussi le fait que c'est OK pour elle maintenant le CNED pour la 3e. Ce que jusque-là, en fait, c'était pas du tout le cas, quoi. C'était vraiment, un choix par défaut, quoi. Là, c'est son souhait de faire le CNED pour la 3e. Depuis la 6e, elle a un projet. Elle veut être décoratrice d'intérieur. C'est ce projet qui lui a permis un peu comme une bouée de sauvetage, en fait, de la maintenir un peu la tête, hors de l'eau pendant ces 4 années. On découvre une formation, un bac pro à Nantes
Donc elle fait un dossier de candidature pour cette formation. L'année de 3e donc se fait au CNED. L'année de 3e, c'est aussi le passage du brevet. C'est une étape que, j'appréhende avec beaucoup d'interrogations. Elle le passe en candidat libre, donc dans son établissement de secteur, mais je ne sais même pas si elle arrivera à y aller. J'ai aussi conscience qu'elle a pris du retard, quoi, scolairement. En parallèle, je fais des démarches pour des aménagements, qu'elle ait du temps supplémentaire, qu'elle ait une aide humaine. Et il y a plusieurs sujets, en fait, au brevet à l'oral. Elle choisit l'orientation. Donc voilà, elle parle du métier qu'elle vise, donc c'est-à-dire décoratrice d'intérieur. Donc elle présente le métier de décoratrice d'intérieur. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Là encore, la veille au soir, c'est une catastrophe. Elle est dans un état de panique abominable. Le lendemain matin, je la laisse se préparer. Elle vient prendre le petit-déj. Je m'installe avec elle. Et là, je vois que ça a l'air d'aller, en fait. Bon, je suis un peu étonnée. Agréablement surprise. Je la accompagne. Elle passe le matin dans les premières, donc c'est plutôt une bonne chose. Elle a une personne qui est là à ses côtés si besoin, parce qu'elle a choisi aussi de présenter des slides pour son exposé, donc ce qui n'était pas obligatoire, c'est juste elle qui a choisi ça. Elle ressort, voilà. Elle me dit: «Oh non, j'ai été nulle» et tout, et la personne qui l'accompagnait, en fait, la félicite devant moi. Bref, je sais pas trop, mais en tout cas, elle a l'air quand même super soulagée et quand même super contente d'elle. Donc, pour moi, la victoire, c'est déjà le fait qu'elle ait réussi à y aller, c'est déjà la victoire, peu importe le résultat. Les épreuves écrites, donc c'est début juillet. Là encore, c'est voilà, grosse inquiétude. Est-ce qu'elle va tenir? Bon, on ne sait pas. Elle les passe et là encore, je suis assez bluffée. Elle a l'air de bien gérer. Enfin, je suis vraiment étonnée. Elle est, voilà, elle maîtrise complètement là, son angoisse, son stress. Enfin, je suis vraiment étonnée. Et puis, le temps passe. On part en vacances. Et mi-juillet, donc, on est dans un parc ornithologique en Camargue, là, voilà. Et là, elle arrive vers moi en disant: «J'ai mon brevet et avec mention bien!» Et elle est trop contente, elle a des étoiles dans les yeux et tout, et c'est génial. Il n'empêche qu'entre-temps, on a reçu la réponse pour la formation, elle n'est pas prise. Bon, on s'en doutait un peu parce que le dossier était quand même assez fragile, avec des trous, notamment scolairement, quoi. Donc en fait, là, elle décide, elle fait le choix de refaire une année de 3e, bien qu'elle ait son brevet, pour améliorer son dossier et de suivre des cours de dessin en parallèle pour se donner toutes les chances de décrocher cette fameuse formation qu'elle vise tellement, quoi. Donc Laïa, aujourd'hui, donc elle a 15 ans et demi, donc elle a ce projet de devenir décoratrice d'intérieur. Et moi, en parallèle, ma vie professionnelle, elle a évolué aussi. Il y a 1 an, j'ai créé ma maison d'édition pour éditer, voilà, des auteurs qui me touchent, qui ont des messages à transmettre. Le fait qu'elle ait ce projet, qu'elle ait cette connaissance, cette détermination, moi, ça m'a beaucoup inspirée. Et je pense que ça a été moteur aussi dans mon évolution professionnelle et personnelle. Donc, je me rends compte qu'avant, j'avais des œillères, j'étais en mode automatique. C'était comme ça, un enfant va à l'école, point, je me posais pas de questions. Et je me rends compte aussi des limites du système scolaire actuel, qui est quand même très formaté et surtout qui ne correspond pas à une certaine proportion d'enfants de plus en plus élevée, et que ces jeunes, en fait, qui n'arrivent pas à rentrer dans ce moule, sont en souffrance, et que c'est un phénomène qui est suffisamment important pour qu'on en prenne conscience et surtout qu'on prenne les mesures, en fait, nécessaires pour éviter cette souffrance qui est juste insupportable chez des enfants, quoi. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 373, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Marius Sor. Montage, Johanna Lalonde. Habillage musical, Mona Delahaye.
L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.